le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Moudoulot. Juliette est consultante et spécialiste du sommeil. Elle est la fondatrice de Fait de Beaux Rêves, qui accompagne les jeunes parents souhaitant améliorer le sommeil de leurs enfants. C'est après avoir elle-même rencontré des difficultés de sommeil avec sa Benjamine et avoir suivi un coaching américain qui a changé sa vie, qu'elle a souhaité, à son tour, accompagner les familles vers les nuits sereines depuis 2016. La demande a été si importante qu'elle s'est entourée d'autres consultants. Elle travaille aujourd'hui avec une équipe pluridisciplinaire composée de 11 psychologues, infirmières, auxiliaires, puéricultrices, psychomotriciennes. Avec ses collaborateurs, ils ont déjà accompagné plus de 4000 familles vers un sommeil serein. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Juliette. Bonjour Julien. Comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien, ça va bien, je te remercie. Je vais te laisser te présenter, Juliette, pour les gens qui ne te connaissent pas. On en parlait un tout petit peu en amont, mais du coup, j'ai envie de te dire. En fait, pour moi, il n'y avait pas vraiment de spécialiste en France comme tu l'es du sommeil, quoi. Et finalement, tu me disais que ça faisait depuis 2016 que tu étais certainement un précurseur dans le milieu. Donc, je vais te laisser te présenter pour qu'on comprenne qui tu es. Qui je suis ? Eh bien, je suis Juliette Moudoulot, la fondatrice de Fait de Beaux Rêves. Et Fait de Beaux Rêves accompagne principalement les enfants vers un sommeil apaisé et serein. Et nous, notre leitmotiv, c'est vraiment d'avoir toujours des résultats. C'est pour ça qu'on propose toujours des accompagnements et non pas des simples consultations où on sait ce que c'est. On va vous dire de changer telle habitude et derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en général, on ne change rien du tout. Donc, nous, on a vraiment à cœur à ce que ça marche. Donc, c'est toujours des accompagnements. Donc, du bébé jusqu'aux adultes, on fait tous les âges. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à te passionner ? Enfin, je dis passion, mais est-ce que c'est une passion, quoi, autour du sommeil ? Ouais. Ah, tout à fait. Mais moi, j'ai rencontré des problèmes de sommeil avec ma deuxième fille quand elle avait 5 mois. Alors, on peut se dire c'est tout petit, mais en fait, quand tes 5 premiers mois sont une torture, il y a un moment donné, on a envie de changer les choses. Et des problématiques que je n'avais pas du tout rencontrées avec mon aîné. Donc, c'était quelque chose qui m'était étranger. Je me disais, oui, c'est super, un bébé, ça dort bien et c'est facile. Mais non, ça a été beaucoup plus compliqué pour elle. Et j'ai cherché les solutions, évidemment, auprès du pédiatre. À l'époque, on était en Angleterre, donc c'est les médecins généralistes qui suivent les bébés. Et sa réponse, c'était de lui donner du paracétamol et qu'un bébé se réveille la nuit, c'est normal. Voilà, c'était tout. Et donc là, on me laissait là avec mes questions et pas de solution. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait des recherches. Et ce que j'ai trouvé, donc à l'époque, j'étais en Angleterre, j'ai trouvé un coaching américain, en fait, pour mon bébé, que j'ai suivi, qui a marché. Et du coup, je me suis dit, mais c'est super, il faut que je fasse ça moi aussi. Ok, tu parles de coaching américain, c'est ça, un coaching. Qu'est-ce que tu entends par coaching ? Un accompagnement. Ouais, tout simplement, d'accord. Ils appellent ça coaching, quoi, mais... Ok, ce qui veut dire que du coup, il y a des outils qu'on peut appliquer peut-être pour une grande partie d'entre nous, c'est ça ? C'est ça, oui. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des outils ? Moi, je vais beaucoup travailler autour des habitudes du sommeil. Donc, la manière dont je travaille, il n'y a rien qui est, je dirais, tout est logique, assez terre à terre sur des habitudes qu'on a autour du sommeil. Je pense que notre mode de vie actuel nous dérègle un petit peu. Pourquoi ? Bien sûr, les écrans, par exemple, ils font partie de nos vies. On a tendance à passer nos journées, en tout cas beaucoup d'entre nous, assis toute la journée devant les écrans. Et nos modes de vie font que ça perturbe notre sommeil assez facilement. Donc, les choses qu'on va changer, ça va par exemple être autour des habitudes en journée.
La nuit, elle se construit déjà à la journée. Et c'est important d'être un minimum actif, de marcher et de se reconnecter aussi avec la nature, qu'on oublie énormément. Et ça va être aussi, bien sûr, le soir, de se préparer au sommeil. Parce que souvent, on est sur nos smartphones, on est sur les réseaux sociaux. Ça va être non seulement générateur de stress, mais en plus, ça va nous empêcher de ressentir la fatigue. Et quand arrive le moment de l'endormissement, il y a des personnes qui vont bien s'endormir, donc ils vont se dire c'est pas parce que j'ai regardé les écrans finalement que je ne dors pas bien, mais en fait, c'est pas forcément pour l'endormissement. Ça peut être après, je me réveille la nuit et j'arrive pas à me rendormir. Eh ben, l'origine, elle est bien souvent dans la journée qu'on a passée. Après, pour moi, la première étape, c'est de comprendre la cause des difficultés de sommeil. Alors, c'est vrai que moi, les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes qui ont vraiment des difficultés de sommeil. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un monsieur et madame tout le monde qui finalement dort pas si bien que ça, mais pour qui sa vie va fonctionner, cette personne-là va pas venir me voir. Moi, les personnes qui nous consultent, ça va être vraiment un bébé qui se réveille 15 fois par nuit, ça va être un adulte qui fait des insomnies de 2 heures, 3 heures et qui n'a pas de solution à part prendre un médicament. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent là ou qui nous regardent, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, profitez-en. On est là pour ça. Alors déjà, il y a un autre point aussi qui me vient à l'esprit dans ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais, auquel tu prêtes attention, mais pour moi, il y a aussi la lune. Là, notamment, demain, c'est la pleine lune. Et moi, je vois en fait que ça a un vrai impact sur ma qualité de sommeil et notamment sur mes rêves. Est-ce que c'est quelque chose que tu évoques aussi dans tes consultations? Ouais. Alors ça, pas spécialement, parce que mon impression à moi, mon hypothèse, qui m'est toute personnelle, c'est que je pense que tout le monde n'est pas sensible à la Lune. En tout cas, les recherches scientifiques qui ont été menées dessus n'ont pas pu tirer de conclusion quant à l'impact de la Lune sur l'organisme. Ma pensée à moi, c'est que je pense que ça a un impact, mais pour certains individus et pas forcément pour tout le monde. Donc évidemment, à partir de ça, c'est pas simple de faire des choses. Donc, j'ai pas spécialement de recommandations autour de ça, en tout cas. D'accord. Donc, après, ce que tu disais en amont me semblait hyper logique et c'est ce que je dis très souvent. Je trouve qu'on manque de mouvement dans notre vie de tous les jours. Tu rappelais qu'on était quand même assis pour beaucoup d'entre nous, quasiment toute la journée. Là, c'est quoi le conseil, je sais pas, basique, on peut recommander aux gens, par exemple, s'ils le peuvent, d'aller à pied à leur travail, parce que c'est vrai que c'est pas faisable pour tout le monde aussi. Tu sais, on dit très souvent, c'est métro boulot dodo. Comment trouver le temps, ne serait-ce que déjà pour mettre du mouvement dans sa vie, quoi. Alors déjà, il faut se dire qu'une demi-heure, déjà, ça change beaucoup de choses. Et une demi-heure, c'est pas long. Et une demi-heure, on n'a pas besoin d'avoir une demi-heure consécutive. Et se dire aussi, moi, quand je parle de sport, souvent, on s'imagine, tiens, faut que je prenne un abonnement à ma salle de gym à côté. Non, être en mouvement, c'est pas forcément aller à la salle de gym. Donc, ça peut être tout simplement, effectivement, quand on est en région parisienne, c'est sortir une station avant de métro et faire un petit peu de marche à pied. Et donc, se dire que si, par exemple, on a 10 minutes de marche pour y aller, 10 minutes pour revenir, il vous reste que 10 minutes à caler dans la journée. Ce que j'aime bien aussi proposer, c'est autour de la pause de déjeuner. Et se dire que c'est vraiment un moment propice pour moi pour aller dehors, pour aller se prendre une petite chose à manger sympathique et revenir ensuite plutôt que la tendance à vouloir faire ça très, très vite et à ne pas prendre une réelle pause. Et après, ça peut être de travailler debout. Ça, c'est un peu plus tendance et se dire, d'avoir plusieurs hauteurs de bureau et de pouvoir travailler debout. Il y en a même qui travaillent avec un tapis de marche ou de course. Pourquoi pas. Ok. Ouais, donc vraiment, garder à l'esprit d'essayer du mieux qu'on peut tous les jours de remettre du mouvement dans notre vie en conscientisant qu'on est quand même, pour une bonne partie d'entre nous, hyper sédentaires. Et donc, du coup, de remettre ce mouvement. Ok, ça marche. Ça, après, j'ai envie de dire, ça tient à chacun de trouver vraiment ce qui est bon pour lui en fonction de sa vie, du cadre dans lequel il est. Ok. Il y a un point que tu n'as pas évoqué qui me semble pour moi important, c'est aussi l'alimentation. Notamment, ça paraît peut-être très logique, mais imaginons le soir, on mange quelque chose de très lourd. Évidemment, ça va nécessiter plus d'énergie, plus de temps à notre organisme pour digérer. Donc, du coup, on va avoir une qualité de sommeil qui sera très différente. Complètement. Le soir, idéalement, déjà, de ne pas avoir de protéines.
animal et vraiment de se concentrer sur basiques, légumes et féculents et en favorisant plutôt des féculents intéressants, plus complexes, donc des céréales complètes quand on peut, riz complet, pâtes complètes. Ça va être, ça va être plus intéressant au niveau nutritionnel et au niveau de l'énergie parce que ça va se mettre plus de temps. Et donc pour la nuit, c'est plutôt bien. Donc voilà, pour le soir, assez basiquement. Après, bien sûr, hein, d'essayer de manger équilibré le mieux qu'on peut. Ce qu'il faut éviter aussi le soir, c'est de manger trop salé. Parce que derrière, on boit. Et puis derrière, évidemment, ça donne envie d'aller aux toilettes. Donc, éviter les raclettes et les choses comme ça. En général, on paye derrière. Oui, c'est clair. Tu parlais de la nature aussi. Je trouve que c'est pas forcément. Alors moi, je suis complètement raccord aussi avec ça. C'est ce que je dis aussi de mon côté. Et je me dis, c'est pas tout le temps évident, justement, en tout cas dans la tête des gens. Je pense que c'est pas tout le temps évident de se dire, bah oui, mais moi, je suis en pleine ville, il n'y a pas de nature. C'est quoi là les recommandations que tu as autour de ça? Parce que les nombreux bienfaits maintenant sont quand même prouvés par les scientifiques. C'est quoi tes recos? Habite ailleurs. Non, je rigole. Non, mais c'est d'essayer de trouver un coin de verdure. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai habité à Londres pendant 9 ans. En fait, à Londres, il y a de la verdure, beaucoup plus qu'à Paris. Paris, qu'est-ce que c'est gris? C'est vraiment gris. Il faudrait qu'ils rajoutent encore plus de verdure. C'est de faire comme on peut. Il y a quand même des espaces verts, il y a quand même quelques parcs qui sont plus ou moins verts. Donc, d'essayer de trouver de l'inspiration là où on peut. Oui, c'est possible autour de nous, quoi. Mais en fait, est-ce que tu t'appuies sur des études scientifiques quand tu dis ça? Parce que pour moi, c'est du bon sens. Mais j'imagine quand tu reçois des patients, il y a des gens qui doivent être un peu cartésiens. Tu vois, c'est un peu simple. On peut se dire, bah oui, aller en pleine nature, ça fait du bien. Et pour moi, il y a plein d'études scientifiques en fait qui montrent vraiment les bienfaits, que ça nous détend, ça nous relaxe. Tout à fait. Ouais, tu t'appuies aussi là-dessus. Ça, c'est prouvé. C'est prouvé effectivement de manière scientifique que la nature est apaisante. Même la couleur verte nous apaise énormément. Et pour moi, il y a une autre chose aussi autour de la nature, c'est de réussir à être en pleine conscience. Et on est quand même plus facilement en pleine conscience quand on est dans la nature, parce qu'il y a des odeurs, parce qu'il y a des oiseaux, parce qu'il y a des magnifiques choses qui nous entourent que quand on est dans une rue bétonnée. Alors d'accord, il peut y avoir un immeuble qui est magnifique et qui a une architecture magnifique, mais il y a pour moi cet aspect de pleine conscience qui est importante. Oui, c'est vrai. Puis alors, je peux peut-être donner un exemple parce que moi, j'ai habité 34 ans à Paris. Et donc, du coup, alors, moi, je faisais l'effort parce que je trouve que parfois, il faut faire des efforts. Et donc, je prenais mon vélo et je pouvais faire jusqu'à 1 heure et demie de vélo. Donc, c'était pas pendant la pause midi, c'était souvent après le travail où j'allais au bois de Boulogne. Et donc, voilà, moi, il y avait un arbre que j'aimais bien et j'aimais bien m'adosser auprès de cet arbre. Je pense que je faisais un peu de méditation sûrement à l'époque. Mais voilà, en fait, ce que je souligne, c'est que même si on habite dans des grandes villes, il y a quand même la possibilité de se rapprocher de la nature, parfois sous condition de faire quelques efforts. Donc, il faut savoir ce que vous voulez en fait pour votre bien-être ou pas. C'est ça, et puis ne pas non plus se forcer. Moi, je sais que dans mes consultations, je vais aussi m'adapter à chaque individu. Il y en a pour qui clairement ça va leur parler. Ah ben oui, c'est vrai que quand je vais en forêt, vraiment, qu'est-ce que je me sens bien, je me sens revivre. Puis il y en a d'autres qui vont pas, à qui ça va pas parler non plus. Donc c'est important de suivre ses propres goûts. Tout à fait, ouais. On peut considérer aussi, tu l'as dit, évidemment, pour moi, tout ça, ça fait encore partie du bon sens de limiter un maximum tout ce qui est écran avant de se coucher, parce que pareil, des études à l'appui le montrent pour tous les cartésiens que, évidemment, ça fait partie des facteurs qui nous empêchent plus ou moins de bien dormir, quoi. Donc, on va privilégier la lecture, peut-être des discussions en famille, si on est en famille, en tout cas, des choses très douces, quoi, du coup. C'est ça, oui. Il peut y avoir aussi des jeux de société. Il peut y avoir aussi de prendre une douche le soir, une douche ou un petit bain. Souvent, on y pense le matin, mais le soir, c'est très, très relaxant. Et ça peut être une très belle préparation au sommeil aussi. Et après, il y a plein de choses qui peuvent être faites le soir. Il peut y avoir des activités manuelles, des jeux en famille. Voilà, plein de choses. Mais c'est vrai qu'on oublie, on se dit, parfois quand je leur dis, pas d'écran 1 heure avant de vous coucher, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? C'est presque... c'est assez inquiétant, quoi.
Oui, c'est clair. Le monde de l'écran est vraiment très intégré dans nos vies respectives. Et c'est vrai qu'à d'autres niveaux, on a d'ailleurs fait un magazine dédié aux écrans, tellement ça prend de la place en fait dans nos vies. Je comprends les réactions. Ouais. Un autre point qui me vient à l'esprit, c'est que moi, je me suis intéressé à ça très tôt, comme je le disais. Et donc, depuis maintenant plus de 20 ans, je crois, 20-25 ans, je ne mets plus de réveil le matin. Parce que j'étais tombé à l'époque sur un livre, je ne me rappelle plus du titre, mais en gros, qui disait que n'importe quel réveil, peu importe ce que c'est, même les réveils qui sont un peu doux, avec n'importe quel réveil, ouais, à partir du moment où ça te sort en fait de ton cycle de sommeil, et parfois ça tient à quelques minutes près, visiblement, ça stresse ton corps. Et donc, du coup, je m'étais amusé à essayer de savoir vraiment de combien d'heures j'ai besoin pour être bien en fait dans ma journée. Et donc, du coup, je m'étais dit, imaginons j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Si je me couche à 22 heures, 7 heures après, mon corps va se réveiller quoi qu'il arrive. Et donc, je me suis basé là-dessus. Et effectivement, en tout cas, moi, c'est ce que je vis. Et évidemment, je ne suis pas le seul. Je me repose en gros sur mon cycle de sommeil naturel, c'est sur mon intelligence naturelle du corps. Et ça a changé énormément de choses dans ma vie, en fait, depuis mettre de réveil. Donc, je me demande si toi, tu recommandes aussi ce genre de choses. Alors, on n'a pas toujours la possibilité de faire ça. Je pense par exemple aux personnes qui ont des enfants, qui ne vont pas vous laisser dormir jusqu'au matin, jusqu'à plus soif. Mais ça peut être en effet intéressant, en tout cas, de se connaître soi-même. Après, il faut se rappeler aussi que si on dort la nuit et qu'on est réveillé le jour, c'est aussi qu'on s'est synchronisé avec notre environnement. On a synchronisé notre horloge biologique avec l'alternance jour-nuit. Donc, quelque part, naturellement, en fait, on est réveillé par le jour. C'est-à-dire que si on veut être complètement en communion avec la nature, il ne faudrait pas baisser ses volets. Évidemment, ça pourrait être possible que s'il fait noir. Et le problème, c'est qu'il y a la pollution, j'allais dire visuelle. Lumineuse. Voilà, c'est ça, je me souviens que c'était pas ça. Lumineuse qui est là partout. Donc, on est obligé de fermer nos volets. Et ça, quelque part, ça masque un petit peu ce qui devrait se passer en vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en principe, nos nuits d'hiver devraient être un peu plus longues que nos nuits d'été. Mais ça, c'est rarement le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a même été démontré que avant, en fait, les nuits d'hiver, elles étaient souvent entrecoupées en 2 phases, avec une phase d'éveil au milieu de la nuit, où justement, les hommes préhistoriques, ils en profitaient pour être bien entre eux, il n'y avait pas de danger, on était dans notre grotte, on était bien et on discute. Alors qu'aujourd'hui, en fait, la nuit qui est coupée en 2, elle n'est pas du tout perçue positivement. On se dit, non, mais je n'ai pas du tout bien dormi, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut recommander aux personnes qui ont des grosses difficultés justement à s'endormir? Donc là, tu disais que toi, tu recevais vraiment des personnes qui avaient des pathologies, je le mets entre guillemets, donc vraiment des grosses difficultés de sommeil. Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur recommander à ces personnes? Puisque pour moi, on rentre dans un cadre qui est un peu plus extrême que la moyenne. Oui. C'est quoi les premières recommandations que tu peux leur donner? Alors, ça va dépendre de la raison de leur difficulté de sommeil. C'est-à-dire, déjà au départ, est-ce que ce sont des personnes qui vont ruminer, par exemple, énormément sur leur passé? Il y a un tel qui m'a fait ça, et il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ça ne va pas être la même chose qu'une personne qui va être angoissée sur son futur. Qu'est-ce qui va se passer, Donc, je veux dire déjà, il y a bien sûr des recommandations qui sont valables pour tout le monde, mais il y a besoin de connaître aussi s'il y a un peu une cause à ces insomnies. Ça, c'est vraiment la première chose qui est importante. Et puis après, est-ce que c'est plutôt l'endormissement ou est-ce que c'est plutôt justement un réveil nocturne? Le réveil nocturne est normal. Déjà, pour moi, il y a une part d'explication du sommeil qui est très important parce que quand on le comprend, eh bien, on peut bien plus agir dessus. En fait, la nuit complète, c'est un mythe. Personne ne dort jamais une nuit complète. On se réveille tous, toutes les nuits, 3 à 4 fois en moyenne, mais simplement on se rendort tellement vite, c'est moins de 30 secondes, qu'on n'en a même pas pris conscience et
et que au matin au réveil, c'est complètement transparent. Ok. Donc ce postulat-là, ça veut dire qu'on ne va pas chercher à ne pas se réveiller parce que ça, c'est pas possible. Mais par contre, on essaye de comprendre pourquoi est-ce que quand je me réveille, eh bien, j'ai des difficultés à me rendormir derrière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que dans mon lit, j'ai trop chaud? Est-ce qu'il y a une lumière qui clignote dans ma chambre? Est-ce que je me suis endormie avec du stress? Est-ce que je pense à mon boulot? Est-ce que j'ai fait de l'activité physique le soir? Est-ce que j'ai bu du café toute l'après-midi? Voilà. Après, il y a plein de raisons qui peuvent, en tout cas, accentuer la problématique. Et pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de savoir que le sommeil n'est pas continu en premier lieu. Ok. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? De toute façon, des habitudes en termes de juste avant de coucher. C'est sûr que, sincèrement, toutes les personnes qui viennent me voir, c'est assez rare qu'elles aient un rituel du coucher. Un rituel avant d'aller se coucher. Il y en a qui en ont, mais je dirais la vaste majorité n'en ont pas. On y pense beaucoup pour les enfants, mais pour nous, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va se brosser les dents, on se met en pyjama et puis c'est tout. Et donc, c'est important d'avoir un petit rituel avant d'aller se coucher. Et c'est quoi pour toi un rituel avant d'aller se coucher? Parce que moi, je suis pas sûr d'avoir un rituel, mais peut-être que je vais découvrir que j'en ai un. Ah ben sûrement. Si tu me parles de lecture, par exemple, ça peut faire partie de ton rituel. Lecture, c'est assez rare quand même, de plus en plus. Depuis que je suis à Montpellier, là, depuis une dizaine d'années, je trouve que je lis beaucoup moins que quand j'étais à Paris. Donc, je pense pas que ça puisse être ça. Ouais. Ben, après, c'est définir son propre rituel, mais pour moi, donc il ne s'agit pas de choses mystiques, hein. C'est simplement de se dire, je fais toujours les mêmes étapes avant d'aller me coucher. Alors moi, il y a une petite étape que j'aime beaucoup conseiller, ce sont les gratitudes. J'imagine que tu connais ça par cœur. Bien sûr, oui. Et je trouve que juste avant d'aller se coucher, ça a un effet incroyable sur l'endormissement et sur la nuit. Et quand les personnes qui ont des insomnies, eh bien, je leur dis raccrochez-vous à vos gratitudes, à ce que vous avez dit le soir. Mais ça, en général, j'ai pas mal de mal à ce que ce soit appliqué. C'est fou de vouloir remercier des choses dans sa vie. Pour certaines personnes, c'est très difficile à trouver, alors que je leur dis, ça peut être des choses très, très simples, très simples. Je suis d'accord avec toi. Il y a une technique d'ailleurs, peut-être pour les gens, mais que tu dois peut-être connaître. C'est Florence Servan-Schreiber qui avait mis ça en place, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les 3 kiffs par jour » et qui peut amener justement les gens à davantage créer des nouvelles connexions neuronales justement pour voir ce qu'il y a de très positif en fait dans leur vie, parce qu'il se passe plein de choses positives dans notre journée, mais on n'a pas pris l'habitude de les voir. Et donc, l'idée, c'est en fin de journée, par exemple, d'essayer, dans les débuts, peut-être on fait un peu l'effort, de voir au moins 3 choses qu'on a kiffées, qu'on a adorées, qu'on a vraiment appréciées dans cette journée. Et peu importe ce que c'est, il n'y a pas de jugement à porter. Hein, c'est un papillon qui s'envole, je sais pas, le sourire de quelqu'un que vous avez croisé dans la rue. Peu importe ce que c'est, ce qui vous a mis vraiment dans une bonne disposition. Et peut-être que du coup, ça pourrait amener davantage après les gens, justement, à avoir beaucoup plus de gratitude, quoi. Mais je te rejoins à 100%. Moi, je le fais le matin. Au réveil au matin, du coup, c'est un vrai rituel. J'ai au moins 5-10 minutes de gratitude. C'est un peu comme une prière, d'ailleurs. En fait, je remercie beaucoup de choses, quoi. Eh bien, le matin, c'est bien aussi. Voilà. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour le soir. Donc, se trouver une espèce de rituel le soir avant d'aller se coucher, toujours dans la même idée en fait, qui nous relaxe, quoi. Donc du coup, évidemment, on évite Netflix et toutes les séries et tout ce qui se passe à la télé, forcément. Et donc du coup, je reviens à ce que tu disais, parce que il y a quand même pour beaucoup de personnes, c'est pas évident de se séparer de leur téléphone ou de leur ordi, et c'est plus simple d'aller regarder un film ou ce genre de choses, parce que c'est complètement rentré en fait dans nos mœurs. Une personne qui est seule chez elle, c'est peut-être moins évident déjà de créer une connexion à quelqu'un parce qu'elle est toute seule chez elle, donc elle va passer peut-être par des outils sur Internet. Quelqu'un qui est seul, comment il fait pour rentrer davantage dans un état de relaxation sans se dire je vais devenir un moine bouddhiste pour s'endormir, quoi. Eh bien, il peut faire d'autres choses qui sont sans écran. Donc ça peut tout à fait être de la lecture. Après, ça peut être effectivement de la méditation guidée, ça peut être
d'autres choses effectivement à écouter. Ça peut être écouter des podcasts, mais qui vont être relaxants. On ne va pas écouter des choses sur les news ou je ne sais pas quoi. Le soir, faire attention à ce qu'on écoute. Mais voilà, il peut y avoir plein de choses. Et puis après, ça peut être passer un coup de fil si on est tout seul chez soi. Passer un coup de fil à quelqu'un. Je pense tout ce qui est finalement texto, WhatsApp, etc., fait qu'on n'appelle plus les gens. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, je me dis, c'est quand même pas évident parce que moi, je me mets à la place de monsieur, madame, tout le monde. Tu vois, on est quand même dans une société où tout va super vite. On entend très, très souvent cette punchline, ouais, c'est métro, boulot, dodo, j'ai le temps de rien, etc. Moi, je dis que c'est faux, hein, parce qu'en réalité, on a des journées de 24 heures, on peut vraiment prendre le temps pour soi. Moi, j'arrive à prendre 1 heure de temps pour moi le matin et 1 heure le soir. Mais évidemment, je me réveille très tôt le matin. Là, je suis réveillé vers 5h30, ce qui me permet de trouver du temps. Donc, ce que je souligne, c'est qu'on peut tous trouver du temps pour prendre soin de soi. Mais je me dis qu'une grande partie des gens ne conscientisent pas l'impact que peut avoir le sommeil en fait sur notre vie. Et donc du coup, ils dorment comme s'ils allaient manger, quoi. En fait, ils réfléchissent pas à des rituels, à se relaxer, à manger sainement avant d'aller faire dodo, à marcher dans la journée. Tu vois, parce que c'est pas un projet sociétal, quoi, en gros, quoi. Et donc ce que je me dis à chaque fois, c'est comment on peut de plus en plus, là on parle du sommeil, semer cette petite graine auprès des gens pour qu'ils comprennent vraiment que c'est quelque chose qui est déterminant après pour toute leur journée, quoi. Mais pour toute leur journée, mais pas que. C'est déterminant pour leur santé, c'est déterminant pour leur organisme. Parce qu'en fait, la nuit, c'est fantastique. En fait, c'est comme si vous mettiez votre voiture chez le garagiste. Ça travaille, hein, la nuit. Tout ça, tous vos tissus, votre corps se régénère en fait pendant la nuit. C'est complètement incroyable. Et c'est pas que ça. La nuit, c'est comme une séance chez le psy. C'est-à-dire que le sommeil paradoxal, qui est beaucoup plus présent en deuxième partie de nuit, va jouer le rôle d'un psy. De la même manière, donc on va rejouer nos émotions de la journée. On va avoir des rêves plus ou moins agréables. Et en fait, ça nous aide derrière à pouvoir gérer nos émotions plus efficacement en journée. Parce qu'on se dit, aujourd'hui, je suis un peu irritable parce que je suis fatiguée. Et en fait, c'est vrai, mais à plusieurs niveaux. C'est aussi parce que ça a raboté ce bout de sommeil paradoxal. La nature est très bien faite, c'est-à-dire que ça va commencer par régénérer le corps. C'est-à-dire qu'en première partie de nuit, la proportion de sommeil profond va être beaucoup plus importante qu'en fin de nuit, où là, c'est vraiment le sommeil des rêves qui va prendre le pas. Même si c'est toujours une alternance du même cycle, sommeil léger, sommeil très léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, mais avec une proportion de chaque phase qui va être différente en fonction de la nuit. Et donc, quand on rabote notre sommeil, d'accord, le sommeil profond, on a peut-être notre quota, mais ce qui est raboté, c'est le sommeil paradoxal. Et donc, c'est ça qui fait qu'on est de moins bonne humeur quand on n'a pas assez d'heures. Ok, parce que j'imagine que les clients qui viennent te voir, je reviens à ce que je disais là il y a 2 minutes, c'est des gens qui n'ont pas conscience de l'importance, j'ai envie de dire, de prendre soin de soi à tous les niveaux. Est-ce que toi, dans ce que tu fais quand tu les accompagnes, parce que tu disais que c'était de l'accompagnement, tu les amènes aussi dans cette dimension beaucoup plus globale en fait de nos têtes, en dehors en fait du sommeil, quoi, évidemment, où tu te concentres à chaque fois que sur cette partie-là, quoi. Pour moi, la journée, elle est importante. C'est sûr qu'elle est importante, et je peux avoir aussi des personnes qui ont un peu qui vont être, je pense, un petit peu dépressifs, qui ont perdu le goût de ce que c'est qu'une journée. Et donc ça, c'est important de les aider à retrouver ça. Après, c'est vrai que moi, je vais me concentrer beaucoup sur leur problématique sommeil, mais tout en leur expliquant que la journée est déjà le pilier. C'est la journée que se construit votre nuit, en fait. Oui, puis alors du coup, on peut se laisser imaginer que, et c'est un sentiment très personnel peut-être, qu'une grande majorité des gens ont un travail qui n'est pas forcément très épanouissant.
Et donc, du coup, oui, on peut se laisser imaginer, déjà, rien que ça, parce qu'on est quand même 8 heures par jour, a priori, au travail. Si on a un job qui n'est pas épanouissant à titre personnel, on ne peut pas considérer qu'on ait passé une super journée, du coup, épanouissante. C'est quoi, en fait, la suite pour eux? Moi, j'ai envie de dire, ce qu'on a dit en amont, c'est-à-dire aller marcher, aller dans la nature, etc. C'est ça aussi que tu... Ouais. Oui, ça peut être ça. Et en fait, se dire, je pense que par rapport à son travail, je trouve que c'est important aussi de se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un travail de passion. Parce que parfois, on peut aussi avoir on peut se mettre un peu la pression par rapport à ça. On peut tout à fait avoir un métier un peu alimentaire, ok, mais par contre, à côté de ça, faire des choses dans notre vie qui nous plaisent. Oui, bien sûr. L'un et l'autre sont tout à fait possibles, ou alors on peut avoir envie de changer de vie, comme je l'ai fait il y a 7 ans maintenant. Oui, c'est pas indissociable, c'est évident, quoi. Mais disons que le sentiment que j'ai, c'est que c'est peut-être beaucoup plus compliqué quand tu passes une grande majorité de ton temps dans quelque chose qui ne met pas en joie, ou peut-être avec des collègues qui sont pas très cool. On entend souvent ça avec des supérieurs hiérarchiques qui sont pas forcément aussi très malins. Je pense que c'est moins évident de contrebalancer. Et en même temps, quand je dis ça, tu sais, je me rappelle de ma vie d'avant, quand j'étais à Paris et qu'à un moment donné, j'étais salarié dans une entreprise. J'ai pas été chef d'entreprise tout le temps. Et je voyais que pour contrebalancer justement ces journées qui n'étaient pas forcément très funky, un des réflexes, c'était de se retrouver dans des bars avec des amis et puis de passer un bon moment ensemble, quoi. Et donc, moi, je bois plus d'alcool maintenant depuis une 30aine d'années, je crois. Mais du coup, à l'époque, je voyais qu'on se réfugiait en fait quelque part un petit peu aussi dans. Je dis pas que c'est mauvais, hein, mais ça peut être aussi une des solutions. Évidemment, moi, je ne prône pas du coup l'alcool, mais en fait, c'était un des moyens d'évacuer un petit peu notre journée. Et puis après, avec le temps, je me suis aperçu que c'était quand même beaucoup mieux d'aller faire du sport et de faire 1 heure de sport pour évacuer cette journée, quoi. Mais voilà, peut-être que pour certains, ça peut commencer comme ça, et puis les amener après sur d'autres choses un peu plus saines, quoi, entre guillemets, quoi. Après, la sociabilisation, pour le coup, c'est un anti-stress qui est incroyable et qui marche très, très bien. On n'est effectivement pas obligé d'associer forcément l'alcool, en fait, avec ça. Oui, c'est-à-dire aller boire un verre, mais un verre de Perrier. Oui, c'est très bien. Ah oui, c'est ça. Oui, le côté sociable, comme tu le dis, oui, de se retrouver avec des amis, enfin, en tout cas d'être avec des personnes qu'on apprécie, effectivement, oui, ça peut détendre. Mais tu vois, ça me fait penser à une autre chose aussi à l'époque. Et je pense que c'était lié au fait que du coup, moi, je n'aimais pas trop ce que je faisais. Si je me couchais tôt, parce que là, je me couche tôt, quoi, 22h, allez, 23h grand max, quoi, je dors. J'avais l'impression que du coup, tu sais, c'était vraiment métro boulot dodo, en fait, que j'avais pas de vie, quoi. Je disais, si je fais ça, je me couche comme les poules, quoi. Et là, je trouvais que c'était pas évident, en fait, d'amener de conscientiser auprès des gens autour de moi que non, en fait, c'était important que je me couche tôt pour être en forme le lendemain et que je n'allais pas me coucher à minuit ou à 1h du mat comme d'habitude, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, en fait, qui se couchent super tard, quoi. Eh bien, complètement. À cause de quoi? À cause des écrans, de toute façon, parce que du coup, ils ne ressentent pas la fatigue. La lumière bleue de l'écran empêche la production de mélatonine et nous empêche de nous sentir fatigués. Et je dirais que sur le téléphone, c'est même plus que les séries, parce qu'on est en plus, je veux dire, les algorithmes sont faits pour qu'on n'ait pas du tout envie de partir. Okay. Du réseau social. Donc on reste et du coup, on ne réalise pas qu'on est fatigué. Oui, je vois ce que tu veux dire. On fait que de scroller ou on peut passer. C'est assez. Tout d'un coup, 1 heure et on se dit qu'est-ce que j'ai appris pendant 7 heures? Pas grand-chose, ouais. C'est ça. Et pour les enfants et pour les ados, moi, je me rappelle aussi du coup quand j'étais plus petit. Une des techniques d'ailleurs que ma mère m'avait recommandé, parce que j'arrêtais pas de réfléchir, je réfléchissais à plein de choses avant de m'endormir, donc forcément j'avais des difficultés à dormir. Elle me disait de faire des grandes respirations, c'est un peu basé sur la cohérence cardiaque ou sur la sophrologie. Et c'est vrai que ça marche, et je l'utilise encore, et en fait je me rendors tout de suite quand ça m'arrive. Ouais. Ça c'est très bien. La respiration, il n'y a rien de tel pour se détendre, se relaxer et réussir effectivement à s'endormir. Après, moi, je mets toujours
mise en garde parce que je trouve que parfois, ça peut être vu comme une solution miracle. Et en fait, ça l'est pas non plus vraiment. C'est-à-dire que ça, isolé que ça, c'est pas la solution aux insomnies. Mais il faut que ce soit avec évidemment plein d'autres choses. Oui, c'est un projet. C'est ce qu'on se disait, c'est l'alimentation, le sport, les marchés réguliers, enfin, être souvent dans la nature, etc. Bien sûr, c'est quelque chose de global, quoi. C'est de toute façon de prendre soin de soi, c'est quelque chose de global. Ça ne peut pas être que unidirectionnel, c'est impossible, quoi. Et je pense du coup aux ados, comme je te disais, moi de l'époque, je trouvais qu'on était un petit peu anxieux, qu'il y avait une grosse pression au niveau des études. Mais là, je trouve encore plus, là maintenant, ils sont vraiment sous pression. J'entends de plus en plus de l'eczéma, par exemple, autour de moi. Enfin, nous, on n'était pas du tout comme ça. Je trouve qu'on était moins sous pression, mais il y en avait un petit peu. Comment ils font, les ados qui grandissent dans une génération qui est tellement différente de la nôtre? T'en reçois des ados? J'en ai quelques-uns, des ados ou des jeunes adultes, hein, c'est-à-dire que pour moi aussi, 18 ans, 20 ans, je mets ça un petit peu avec. Et effectivement, le problème pour les ados, ce sont bien sûr les écrans, hein. Bien sûr, le réseau social, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Quand on parle de harcèlement scolaire ou choses comme ça, il y a de toute façon une période dans sa vie où on ne se sent pas très bien. Et avant, quand on rentrait à la maison, on était en sécurité, ça y est, enfin. Mais là, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Donc, et donc ça, c'est pour quand il y a effectivement des soucis, mais même quand il n'y en a pas, il y a une espèce de pression autour de ça et de jamais couper le monde digital et du coup de plus tellement être dans le réel. Donc moi, très clairement, quand je travaille avec les ados, c'est très très souvent un problème avec leur téléphone portable. Ah oui. 95% du temps. Ah, et 95%, oui, c'est énorme. Ouais, c'est le téléphone. Le téléphone ou alors un écran dans la chambre. Ok. Donc moi, j'enlève beaucoup de télé dans les chambres des enfants. Et ça marche? Bien sûr, ça marche. Ah ouais, ok. Parce que j'imagine que... Ouais, vas-y. Ça marche parce que les ados que j'ai, ce sont eux qui sont volontaires. C'est-à-dire que pour moi, la première étape, c'est un ado ou un jeune adulte qui a envie de changer les choses. Donc moi, j'ai pas évidemment de cas de quelqu'un à qui je dis non, c'est pas bien, tu te couches trop tard, tu es fatigué, il faut que tu changes les choses. J'ai des ados qui viennent me voir en disant « Juliette, je suis fatiguée, j'en peux plus, je veux changer les choses ». À partir du moment où il y a déjà cette volonté-là, on change les choses et c'est un âge où ça marche très très bien parce que les enfants sont faits pour bien dormir, hein. Autant quand on vieillit, par exemple, j'ai parfois des personnes âgées qui viennent me voir. Bon, il faut être aussi assez... Moi, je suis quand même assez transparente aussi. La qualité du sommeil, quand on vieillit, elle devient moins bonne. Et ça, c'est intrinsèque. Vous n'allez rien pouvoir y faire. Donc, c'est normal d'avoir moins de sommeil profond, voire plus du tout de sommeil profond, passé un certain âge. Ok. Donc là, peut-être plus de petites siestes dans la journée pour compenser ou Une petite sieste en début d'après-midi, ça peut être bien, mais d'éviter justement de trop dormir la journée. Oui, pour essayer de dormir un minimum la nuit, quoi. Ouais. C'est ça. Ah ouais, ça me fait penser à mon père. Lui, il est réveillé maintenant à 3h du mat, je crois. Il arrive à se rendormir ou... Non, il s'occupe, il cuisine. Il vaut mieux pas rester au lit. Ça, c'est plutôt une bonne chose, mais de faire attention à pas faire quelque chose qui nous occupe de trop. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose qu'on peut arrêter à tout moment, justement quand on ressent le sommeil qui vient. Donc, typiquement, arrêter de faire de la cuisine au milieu, c'est pas forcément simple, mais se dire, tiens, je vais trier un peu mon placard, ou je vais ranger 2-3 petites choses, ou alors je vais bouquiner, mais si possible, un livre pas trop passionnant. Ça permet de ressentir à nouveau la fatigue et de retourner se coucher. Et effectivement, ça rime à rien de rester dans son lit en disant « j'arrive pas à me rendormir » et puis de rester comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais, j'imaginais, je reviens sur ce que j'ai mis en place, moi, le fait que j'ai pas de réveil le matin. Ouais. Pour moi, ça a vraiment changé ma vie. C'est des recos, toi, des fois, que tu donnes à tes clients d'essayer de ne pas avoir de réveil parce que je trouve que c'est
Oh là, mais il n'y a personne qui aime son réveil, en fait. Tu sais. Après, j'ai rarement des personnes c'est souvent des personnes qui, de toute façon, se réveillent spontanément et justement qui ont tendance à se réveiller trop tôt. Ah oui. Donc, j'ai rarement des personnes. Enfin, ça dépend. Non, j'ai tous les profils. Mais par contre, ça dépend. S'ils ont cette possibilité-là, pourquoi pas. Mais c'est rarement le cas. Mais par contre, j'aime assez, pour le coup, les simulateurs d'aube qui sont moins violents que d'être réveillé par de la musique ou des bip-bip. Parce que, en fait, ça permet justement de pouvoir terminer un cycle. Parce que quand la lumière démarre, soit on est en sommeil léger, ça va nous réveiller tout de suite. Mais si on est justement en phase de sommeil un peu moins léger, sommeil paradoxal, ou peut-être, il y a des chances que ce soit plus sommeil profond de toute façon, eh bien, ça va attendre justement d'être vraiment en sommeil léger pour ressentir qu'il y a la lumière et du coup se réveiller. Donc, c'est de toute façon plus doux de se réveiller par la lumière que par le son. Oui, ça ne m'étonne pas, quoi. Moi, j'ai l'impression, avec les diverses discussions que j'ai pu avoir autour de ça, qu'une grande majorité quand même des gens qui ont des soucis de sommeil, et notamment à s'endormir, c'est intimement lié quand même à leur pensée. C'est ce qu'on se disait à un moment donné, tu sais, c'est des gens qui... et moi, j'en faisais partie, justement. Ouais, t'arrêtes pas de penser à des trucs. Alors bon, moi, c'était plutôt des scénarios, en fait. J'imaginais plein de trucs très créatifs, en gros. Et donc, j'avais du mal à m'en donner. Et si je me réveillais dans la nuit pour aller faire pipi, par exemple, et que j'allais me recoucher, et ben ces scénarios revenaient. Et donc, du coup, ça devenait, en fait, encore plus compliqué de se rendormir, quoi. Ouais. Mais alors, c'était des scénarios qui étaient positifs, c'est-à-dire que c'était une résolution de problèmes, des nouvelles idées, des choses comme ça? Ah non, c'était très positif. Moi, j'étais déjà dans l'idée, en fait, de changer le monde. Donc, j'avais plein d'idées. Dans ce cas-là, en fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit on le voit positivement et on se dit, c'est génial, j'ai plein d'idées, mais dans ce cas-là, j'ai un petit carnet à côté de moi dans lequel je note. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau va se dire, il ne faut surtout pas que j'oublie, il ne faut surtout pas que j'oublie, il ne faut surtout pas que j'oublie. Et du coup, la fin de la nuit, elle se passe comme ça. Donc, si c'est positif, pourquoi pas? Dans ce cas-là, on le prend positivement, on note, comme ça, c'est mis de côté, et c'est bon, je peux me rendormir tranquillement. Ou alors, ça veut aussi dire qu'il manque un moment dans la journée pour justement penser à tout ça. Et que le seul moment qu'on a de réflexion, c'est justement le soir, juste avant de s'endormir. Donc là, ça peut être intéressant de mettre dans son agenda. Tu me parlais de toi de 1h le matin à 1h le soir. Peu de personnes font ça. Mais c'est d'avoir un temps avec juste soi-même et son cahier et son petit carnet. Je ne sais pas si tu as ça, toi, un petit carnet dans lequel tu notes des choses. Non, je n'ai pas un carnet. Par contre, je le recommande parce qu'effectivement, de prendre des notes, notamment, ça s'inscrit davantage dans notre cerveau, donc c'est très efficace. Non, moi, je n'ai pas de carnet, mais par contre, moi, je fais des listes. Des listes. Ouais, c'est ça. Des listes. Et tu dans un carnet, du coup, sur une feuille volante ou sur un tableau? Très post-it, moi. Je l'ai post-it. Post-it. Ah ouais, je l'ai post-it. Ouais. Eh ben, c'est très bien. Donc ça marche aussi. Moi, je suis assez fan des carnets type bullet journal. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça. Et donc, je trouve qu'il n'y a rien de tel que de noter. Parce qu'une fois que c'est sur papier, c'est plus là. C'est là. Ouais, c'est clair. On peut dire à nos pensées, écoute, t'es bien gentil. Salut, mais au revoir. Tu peux partir maintenant. Même quand, je sais pas, imaginons tu as passé une mauvaise journée, ton patron il t'a dit des choses horribles par exemple, ou tout ce qui est l'ordre du lien social qui peuvent justement nous perturber et nous amener à pas passer des bonnes nuits. Même là, en fait, tu préconises de noter ce genre de choses ou Tout à fait. Ouais, d'accord. Alors là, on va le noter d'une autre manière. Alors, le noter, c'est une manière de faire. Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais mais c'est en tout cas pouvoir l'évacuer, ça c'est sûr. Soit on a quelqu'un à qui on peut en parler, son conjoint ou peu importe, un ami qu'on peut appeler, justement le fameux ami qu'on n'appelle plus, mais il faut pouvoir l'évacuer. De toute façon, la plupart des personnes, en tout cas, ont besoin de le faire. Et si c'est pas en parlant à quelqu'un, ça peut être effectivement à travers le sport ou à travers juste le fait d'être social avec d'autres personnes. Et il y a besoin d'avoir un moment donné où on l'évacue. Et là, typiquement, quelque chose qui marche assez bien, c'est de l'écrire sur un papier, d'écrire tout ce qu'on pense. Et après, c'est voué à être mis à la poubelle. C'est pas forcément voué à être gardé parce qu'on n'a pas envie de retomber dessus, pas très envie que ce soit lu par quelqu'un d'autre.
Mais c'est OK. On peut le jeter, on peut le brûler et c'est fini. Ok. Ou alors on va avoir un psy. C'est possible aussi. Oui, ça peut être ça aussi, ouais. C'est vrai que globalement, je trouve le fait de pouvoir en parler quand on a des soucis, peu importe ce que c'est une bonne zone d'évacuation quand même. Tout à fait. Ouais. Moi, je trouve que le sport est quand même très important aussi pour ce genre de choses, mais bon, tout le monde n'est pas sportif et tout le monde n'a pas forcément envie de faire du sport. Mais au moins de pouvoir discuter, comme dit, avec des amis ou je sais pas, enfin peu importe avec qui, quoi, mais ça, de se libérer un petit peu sans prendre l'autre pour un psy non plus, parce que c'est pas non plus un psy, parce que il y a ça aussi. Hein, je sais pas si tu as déjà connu ça dans ta vie. On a tous été le psy de quelqu'un, tu sais, cette personne qui t'appelle tout le temps pour te raconter ses misères. Ça, je pense qu'il faut éviter aussi quand même. Bah, ça dépend s'il y a la réciproque. Oui, carrément. Souvent, c'est pas réciproque, justement. C'est ce que j'ai pu observer. Bon, après, c'est propre à chaque personne, hein, je pense. Il y en a à qui ça va aller très bien, puis il y en a d'autres qui ont besoin de... Dans ce cas-là, il faut mettre le haut là, en effet. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense notamment, tu sais, au couple, quand on discute de ça, et de ce que j'ai pu observer aussi, le lit, parfois, la chambre, c'est le lieu tu sais, où, tu vois ce que je veux dire? On en parle. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est une grosse erreur. C'est pas... Grosse erreur. On est d'accord? Okay. Complètement. On ne parle pas de choses stressantes dans le lit. C'est ça. Non. Il y a 2 choses qu'on peut faire dans son lit, c'est dormir et d'autres choses qui ne me regardent pas, mais c'est tout. On ne fait rien. Même la lecture, il vaut mieux idéalement le faire en dehors de son lit. Ouais. Pour que vraiment le cerveau, il imprime dans le lit, qu'est-ce que je fais? Je dors et en plus je dors bien. Et c'est tout. C'est tout ce que j'y fais. Alors que si on a justement des discussions un peu stressantes ou énervantes à ce moment-là, le cerveau va se rappeler de ça et ça va revenir pendant la nuit. Carrément, ouais. Ouais, moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier une sexualité épanouie parce que ça aussi, ça favorise l'endormissement. Forcément, on dort mieux parce qu'on sécrète des molécules qui participent à tout ça, des fameuses molécules du bonheur. Ouais, complètement éviter... voilà, le lieu, comme tu dis, c'est le lieu, enfin, la chambre, c'est le lieu où on dort, quoi, point. C'est... Complètement. Et pour moi, alors, il y a le lieu, mais il y a le lit aussi, parce que, voilà, le lit. C'est-à-dire que la chambre, ça peut aussi être, pour certains qui télétravaillent, par exemple, ça peut être quand même l'endroit où on travaille. Et ça, c'est OK. Ça, c'est OK si visuellement, on arrive à mettre les choses, à ranger son espace bureau, à ranger son ordinateur pour pas que ce soit visible. Mais c'est surtout dans le lit. Donc, pas regarder votre téléphone dans le lit, pas regarder la télé dans le lit. Vraiment, ça, c'est très, très mauvais. Mais c'est clair, mais la télé, elle devrait surtout pas être dans le lit, dans la chambre. Quoi. Pas dans la chambre. Ça, en plus, ça émet des ondes. La télévision qui est éteinte, elle émet des ondes. Enfin, c'est vraiment pas une bonne idée. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai pas les stats, mais je serais quand même curieux de savoir combien de personnes ont une télé dans leur chambre, mais je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas quelles sont les stats, mais je pense qu'il y en a en effet pas mal, parce que moi, c'est pas forcément les personnes qui vont venir me voir, mais je pense aussi surtout chez les personnes âgées. Je pense que c'est une habitude qu'ils prennent un petit peu, parce que comme ils s'endorment justement souvent devant la télé, ils se disent, tiens, je vais mettre la télé dans la chambre, comme ça va régler mon problème. Ah ouais. C'est pas forcément une grande idée. Non, c'est clair. Et ça me fait penser à une autre chose. Moi, on m'avait toujours dit que quand tu t'endors, il faut être absolument dans le noir complet. Que même, tu sais, une télé en veille, par exemple, quelque chose qui est en veille, potentiellement, ça peut perturber ton sommeil. Est-ce qu'on est d'accord? Complètement. Noir total, il n'y a rien de tel. Après, il y a certaines personnes qui vont avoir un peu peur du noir. Donc, c'est OK. Si c'est le cas, on ne va pas non plus se forcer. Ouais. Mais dans ce cas-là, de plutôt avoir une petite veilleuse dans les tons jaune, chaud, orangé, rouge, et surtout pas bleu. OK. Donc, noir absolu, c'est noir absolu, c'est ouais. OK. Et est-ce qu'il y a on pourrait dire un rituel aussi du réveil? Oui, ça peut être très chouette, effectivement, d'avoir un rituel pour se réveiller. En tout cas, ne jamais snoozer. Ne jamais quoi? Snoozer. Snoozer? Snoozer, c'est-à-dire le réveil sonne. Okay. Ah, j'ai pas envie de me lever. Je l'éteins et ça ressonne 5 minutes après. D'accord. Ah, je connaissais pas le terme. OK. Mais peut-être parce que tu l'as jamais pratiqué. Non. Mais ça, c'est super mauvais. OK. C'est très, très mauvais. Il vaut mieux vraiment se lever
tout de suite. Moi, j'avais eu une idée d'ailleurs, tiens, que je partage aussi dans mon livre, c'était de me dire peut-être que le fait de, si on souhaite accorder du temps à son sommeil et donc avoir de belles nuitées, peut-être que ça serait bien que pour le lendemain matin, on se programme quelque chose de joyeux, tu sais, pour le réveil. Tu vois ce que je veux dire? La perspective, en fait, d'avoir quelque chose de sympathique le lendemain matin. On le voit bien, par exemple, le week-end. Bon, on n'a pas les mêmes réveils que quand il faut se réveiller le lundi pour aller travailler. Tu vois, on n'est pas dans le même mood, quoi. Je me dis que de se faire un petit rituel, de se programmer un truc sympa, en fait, c'est tous les matins. Cette perspective qui est joyeuse peut sûrement, en fait, nous aider aussi à avoir un sommeil de meilleure qualité, par exemple. Complètement. Bon, après, moi, j'ai encore des enfants en bas âge, donc la perspective d'avoir le câlin matinal, ça suffit personnellement. Ah oui, je comprends. C'est clair. Le fameux chouloulou, quoi. Non. Comment on fait pour te contacter, Juliette, pour ceux qui aimeraient prendre rendez-vous avec toi, peut-être avoir plus d'informations? Eh bien, j'ai un site internet, donc www.faitdebeaurêve.fr, tout attaché. Je suis sur les réseaux sociaux, Fait de beaux rêves aussi, comme c'est intéressant, avec des tirets en bas entre Fait de beaux rêves. Et sinon, le site Sommeil Adulte, c'est juliettemoudoulot.fr. Ok. Est-ce que tu es sur Instagram, sur LinkedIn aussi? Je suis sur LinkedIn, mais pas très active sur LinkedIn. D'accord. Sur Instagram? Sur Instagram, je suis très active. Ok, ça marche. Et tu es située où géographiquement? En région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye. D'accord. Et donc, les gens peuvent prendre des rendez-vous en visio ou il faut venir te voir physiquement? Non, je fais beaucoup par visio. D'accord. Ok. Bon, super. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. J'espère avoir apporté des solutions et des nuits plus sereines. Eh bien, avec joie. Passe une très belle fin de journée. Et puis, je te dis à tout bientôt. À bientôt. Ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.